Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un point réglementaire alors que MiCA, la réglementation MiCA, a été adoptée au Parlement européen il y a quelques jours. Nous en parlerons dans un instant avec Laurent Vion, directeur innovation au sein du groupe DLPK. Ce sera également l'occasion de revenir sur les autres points réglementaires qui concernent les crypto-monnaies ou crypto-actifs en France, notamment la loi qui concerne les influenceurs ou encore le durcissement de la procédure pour obtenir un enregistrement PSAN. Et nous ferons également le point sur l'adoption des crypto-monnaies ou crypto-actifs en 2023. Ce sera la première partie de Smart Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine. Nous nous poserons cette fois-ci la question de la gestion de son patrimoine, de la stratégie de gestion patrimoniale face au rendement boosté des livrets proposés notamment par les banques, ce que l'on peut appeler les super livrets, mais aussi des livrets A qui voient leur rendement progresser avec un livret A qui est actuellement à 3%, mais aussi des fonds en euros qui proposent des rendements légèrement boostés en 2023. Est-ce que cela peut remettre en cause une stratégie patrimoniale ou au moins est-ce que cela doit être pris en compte dans une stratégie patrimoniale? C'est la question que nous poserons à Cédric Marc, président de Patrimonio Finance. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de faire un point réglementaire ensemble alors que la réglementation MiCA mais aussi TFR ont été adoptées au Parlement européen il y a quelques jours. Pour en parler, Laurent Vion est sur le plateau de Smart Patrimoine. Bonjour Laurent Vion. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, vous êtes directeur innovation au sein du groupe DLPK. On peut commencer tout simplement par se dire, enfin, on l'attendait MiCA, on attendait MiCA et TFR. Maintenant, on a un cadre commun au niveau européen pour le secteur des crypto-monnaies et crypto-actifs. Enfin, effectivement, c'est le bon terme. Ça a été de longues discussions et négociations entre les députés européens, les différentes instances de défense des acteurs du secteur d'activité des actifs numériques. Et on a enfin un cadre. D'aucuns diront qu'il n'est pas parfait, qu'il est perfectible, etc. Certainement, peut-être, mais contrairement à de nombreux continents et pays, en Europe et particulièrement en France, il existe un cadre désormais. Bien sûr. Ce cadre est extrêmement clair, il est très précis. D'aucuns souhaitent maintenant exercer une activité autour des actifs numériques en France et en Europe. C'est exactement à quoi s'en tenir et comment faire et opérer pour pouvoir opérer sur le marché européen. Ce cadre, est-ce qu'il faut le voir comme contraignant puisqu'il amène des règles nouvelles ou en tout cas il précise des règles au niveau européen par rapport aux règles qu'on avait en France, ou au contraire il faut le voir comme une opportunité parce que d'un coup d'un seul ça ouvre un marché à tous les acteurs, qu'ils soient français, portugais ou italiens? Alors les deux, et c'est le principe justement de la régulation, c'est effectivement de fixer un cadre. Alors, à partir du moment où vous fixez un cadre, il faut que l'ensemble des acteurs qui veulent opérer sur le marché rentrent dans le cadre. Bien sûr. Et donc pour certains ça peut être se dire c'est pas exactement le cadre que je voulais, mais au moins les règles sont les mêmes pour tout le monde. Donc ça, oui, c'est pas peut-être les règles que j'avais jusqu'à présent sur la réglementation de mon pays. Mais il faudra s'y conforter parce que l'Europe a décidé de se fixer un cadre extrêmement précis. Et puis c'est aussi une formidable opportunité à la fois pour l'Europe et puis on y reviendra pour la France. Pourquoi pour l'Europe? Parce que c'est le premier continent à se doter d'une telle réglementation. Aux États-Unis, on voit que la SEC tâtonne un petit peu et essaye de donner des coups de bâton à droite et à gauche, mais sans ligne très claire. Et beaucoup d'acteurs nous disent c'est compliqué en ce moment de lancer des projets, de vouloir faire des choses aux États-Unis parce qu'on ne sait pas quelle sera l'interprétation a posteriori de la SEC. Et au moins en France et en Europe, on voit que le cadre existe. Alors s'il ne nous plaît pas, on vient pas. S'il nous plaît, c'est là pour le coup une formidable opportunité. Il faudra donc devenir CASP et non plus PSAN pour exercer et ce seulement dans 18 mois. Alors il y a eu un certain nombre de critiques sur le fait qu'il restait encore 18 mois avant l'entrée en application, notamment effectivement de ceux qui voulaient peut-être un texte un petit peu plus durci ou un petit peu plus fort. Il faudra devenir CASP. Est-ce que ce sera compliqué pour les acteurs français de devenir CASP, ceux qui étaient PSAN en tout cas, enregistrés PSAN? Alors ça, c'est l'autre excellente nouvelle. Mais là, pour la France et pour les acteurs français, on a la chance en France d'avoir une dynamique autour de cette réglementation depuis 2019 et depuis la loi Pacte. Donc on a vraiment
un régulateur, que ce soit l'AMF et la CPR, et puis les politiques, qui œuvrent à l'établissement de ce cadre et à favoriser l'émergence d'acteurs, si ce n'est franco-français, en tout cas étrangers, qui viennent s'installer en France. Ça a d'abord porté ses fruits avec l'arrivée en France de Binance, de Crypto.com. Circle a annoncé qu'il ferait de la France son siège européen. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que la France avait quand même la réglementation la plus poussée en matière de crypto-actifs au niveau européen, et pour autant, c'est le pays qui attire le plus à l'étranger sur le sol européen. J'ai envie de dire que la France avait pas forcément le plus poussé, le cadre le plus poussé, mais en tout cas avait le cadre le plus clair. D'accord. Alors évidemment, il était certainement plus contraignant que d'autres, mais les autres étant encore en évolution, c'est difficile pour un acteur comme Binance ou Crypto.com, qui sont des mastodontes, des géants mondiaux des actifs numériques, de s'installer sans être absolument sûr de ce qui se passera dans 6 mois, dans 18 mois. Sachant on s'attendait, alors effectivement, vous pouvez me contredire si ce n'est pas tout à fait le cas, mais est-ce que la réglementation européenne corresponde globalement à ce qui est fait en France aujourd'hui, et c'est d'ailleurs plutôt ce qu'on voit dans le texte. C'est l'autre bonne nouvelle, c'est que la France ayant été très en avance et très actif au niveau européen, notamment sous la présidence française, et ben oui, on a un texte MiCA qui est quand même très très proche des textes français sur le PSAN. Alors, le tout petit bémol par rapport à ça, c'est qu'en France, vous aviez 2 niveaux pour être PSAN, un enregistrement bien sûr. Qui permettait, alors aujourd'hui vous avez 65 sociétés qui sont enregistrées en tant que PSAN en France, avec des règles qui sont certes extrêmement strictes, notamment au regard de ce qui peut exister pour les prestataires de services en investissement, sur les investissements bien en bourse, sûr, oui. par exemple, donc ils sont très positifs. Des règles qui ont été renforcées récemment d'ailleurs, en l'occurrence pour l'enregistrement. Tout à fait. Et vous aviez un agrément. Alors un agrément qui va être un petit peu plus contraignant, notamment en termes de sécurité, en termes de contrepartie des actifs, etc. etc. Et aujourd'hui, aucun acteur n'est agréé. Par contre, là, il faut le voir de manière extrêmement positive, c'est que la France va être un des premiers à transposer MiCA, forcément, puisqu'on a le cadre le plus facile à adapter, donc à transposer MiCA. Et ce qui fait que les acteurs agréés au niveau français, et des dossiers sont déjà en cours d'instruction au niveau de l'AMF. Alors, ça tarde un petit peu parce que l'AMF attendait aussi de voir ce qui allait se passer du côté de MiCA pour éventuellement faire en sorte que, au dernier moment, dire est-ce que vous pouviez modifier ça et ça dans votre demande d'enregistrement, comme ça, on est sûr et certain que ça correspond ensuite, dans bien le cadre sûr. de MiCA. Oui. Et une fois que vous aurez cet agrément français, donc qui rentre dans le cadre de MiCA, vous aurez ce qu'on appelle le passeport européen. Et donc, aucun pays européen ne pourra vous interdire d'exercer chez lui, puisque vous êtes sous le coup d'un agrément européen qui correspond à l'agrément MiCA. Et donc là, c'est une formidable opportunité. C'est le pari des Binance, des Crypto.com, des Circle. Ils viennent en France, ils travaillent le dossier d'agrément. Une fois qu'ils ont le dossier d'agrément, MiCA ayant été voté, ils pourront opérer dans l'ensemble de l'Europe. Donc, si je vous pose la question de deux manières, si je suis PSAN, ça veut dire que je peux exercer dans toute l'Europe. Et si je suis épargnant et que j'ai des actifs hébergés chez un opérateur enregistré PSAN en France, ça veut dire que je n'ai pas de risque de voir demain cet opérateur sous le coup de la législation européenne. Alors, non, à partir du moment où l'acteur, alors je fais vraiment une distinction entre enregistré et agréé PSAN. Bien sûr, oui. Les acteurs agréés PSAN pourront opérer sur l'ensemble de l'Europe. Agréé PSAN, il n'y en a pas encore aujourd'hui, mais effectivement, les démarches sont peut-être un petit peu rallongées du fait d'attendre que MiCA entre en vigueur. D'accord. Alors, le Luxembourg, qui est un des pays également assez avancé, mais forcément moins actif en termes de dynamique qu'en France, voilà, on sent la même dynamique, mais eux aussi attendaient d'avoir MiCA pour pouvoir créer des champions européens également. Voilà, donc tout ça sont vraiment de très bonnes nouvelles, à la fois pour les sociétés qui souhaitent s'installer en France et en Europe, et pour les investisseurs, parce que vous allez avoir un cadre extrêmement clair. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on répète depuis 2 ans déjà, mais si vous voulez investir en France ou en Europe, tournez-vous vers un PSAN, demain vers un prestataire agréé, donc soit PSAN, soit MiCA, en Europe. Donc CAS, prestataire fournissant des services sur cryptoactifs, exactement. Ouais. Et donc là, vous aurez la certitude d'être dans un cadre à la fois juridique, réglementaire, financier, économique, qui garantira vos investissements. Rapidement, avant de parler peut-être un petit peu de ce qui concerne les influenceurs crypto, est-ce que cette réglementation MiCA, selon vous, protège l'écosystème français ou européen des acteurs étrangers basés à l'étranger ? De la concurrence peut-être de ces acteurs-là ? Alors oui et non, c'est-à-dire que
Oui, dans la mesure où ces acteurs vont être de plus en plus empêchés, et ça fera le lien avec la loi sur les influenceurs, de communiquer en France et en Europe. C'est-à-dire que un des avantages d'être PSAN en France, que ce soit enregistré ou agréé, c'est que vous avez le droit de faire de la publicité. Vous avez le droit de faire la promotion de vos services. Si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas le droit, vous êtes sous le coup d'une interdiction, et les diffuseurs qui se risqueraient à faire, la promotion d'acteurs non enregistrés seraient eux aussi sous le coup d'amende ou sous le coup de sanctions. Donc forcément, ça offrira ce cadre-là de manière beaucoup plus intéressante pour les acteurs. Et pour les investisseurs, de la même manière, ce sera une lecture beaucoup plus simple globalement, un acteur qui est basé aux Bahamas ou même à Singapour, Singapour, s'il est basé à Singapour, tout respectable qu'il soit, s'il n'a pas fait les démarches pour être agréé en France ou en Europe, il ne pourra pas exercer et faire la promotion de ses services ni en France ni en Europe. Un mot sur les influenceurs qui n'ont donc plus le droit de s'exprimer sur les crypto-monnaies ou crypto-actifs, ou en tout cas de faire la promotion de solutions d'investissement en lien avec les crypto-monnaies et crypto-actifs. Est-ce que c'est une bonne chose, ou est-ce que, comme on peut l'entendre, c'est un manque à gagner en matière de pédagogie? Parce qu'on entend effectivement les deux, et effectivement, il y a eu des excès, ça c'est certain. Et est-ce qu'il faut ne regarder que les excès, ou regarder effectivement la pédagogie également? Là, pour le coup, je pense qu'on est allé un petit peu trop loin du point de vue législatif. Et en plus, on a un peu le sentiment, pardonnez-moi l'expression, dans l'écosystème crypto de s'être fait avoir sur le sujet. Parce qu'on nous a dit, si, les influenceurs auront le droit de faire la promotion des acteurs PSAN, bien sûr, oui, à condition qu'ils soient agréés. D'accord. Et en attendant, il n'y a pas d'agrément. Il n'y a pas d'agrément, et l'AMF a des difficultés à distribuer des agréments. Donc c'est pas une bonne chose, parce que pour le coup, ça coupe court à absolument tout, et ça crée des espèces de flou juridiques où effectivement la pédagogie est extrêmement difficile à porter désormais, parce que vous n'allez pas pouvoir financer entre guillemets par la publicité d'acteurs qui sont parfaitement légitimes, ces travaux de pédagogie. Donc, mais est-ce que ça ne permet pas quand même de couper court aussi à toutes ces propositions d'investissement peu claires qu'on pouvait voir à certains moments où, sans parler d'arnaque, les épargnants n'étaient pas forcément conscients du niveau de risque qu'ils prenaient sur certaines plateformes non enregistrées, par exemple? L'intention de protection du consommateur final est toujours louable. Ça, il n'y a absolument pas de débat là-dessus. Mais on aurait pu et on aurait souhaité de la part du législateur qu'ils permettent aux enregistrés PSAN, c'est-à-dire que les 65 sociétés aujourd'hui qui sont enregistrées PSAN en France, il n'y a aucune raison de leur interdire l'accès aux influenceurs et à la promotion de leurs services auprès des clients et des investisseurs finaux. Ou alors il faut remettre en cause l'enregistrement PSAN et donc le travail de l'AMF et de la CPR, mais ça paraît complètement incohérent. Donc là-dessus, je pense qu'on est allé vraiment trop loin et c'est extrêmement dommageable, et je pense que ce sera contre-productif parce que les influenceurs qui sont basés hors Union européenne, pour faire simple et ne pas citer de pays, vont continuer de faire la promotion de leur sujet et seront très loin d'être embêtés ou gênés de quoi que ce soit, malgré les promesses des politiques. Un mot pour la profession des conseillers en gestion de patrimoine. Donc, vous êtes partenaire d'une étude qui a été menée par l'ADAN et KPMG. Donc, le groupe DLPK est partenaire de cette étude. On constate que l'année dernière, on affichait le chiffre de 8% de détenteurs de crypto actifs. En France, on parle de 9,4% cette année. C'est légèrement plus dans un contexte d'actualité mouvementée pour les crypto-monnaies cette année. Comment un conseiller en gestion de patrimoine peut intégrer le conseil sur les crypto-actifs vis-à-vis de ses épargnants? Alors, en faisant une chose extrêmement simple, en se tournant vers un PSAN. D'accord, oui. C'est ce qu'il y a de plus simple. Aujourd'hui, quand ils veulent faire des investissements en bourse, ils se tournent vers un PSI. Quand ils veulent faire de l'assurance vie, ils se tournent vers un assureur. Et quand ils veulent faire des cryptos, ils se tournent vers un PSAN. C'est exactement le principe. Et plus généralement, au sein de du groupe DLPK, on a une entité qui s'appelle Norcia, qui est une plateforme qui agrège un certain nombre de produits pour les conseillers en gestion de patrimoine. Et on a une offre autour des cryptos. Et le message que je veux faire aux conseillers gestion de patrimoine, c'est que c'est un sujet complexe, à n'en pas douter. Il est peu évident à appréhender dans sa manière, dans toutes ses dimensions. C'est un sujet qu'on peut éviter aujourd'hui, dont on peut ne pas parler?
Alors, nous, on a la conviction que non. C'est-à-dire que si on regarde l'étude, sur les moins de 35 ans, on est à peu près à 17 ou 18% des moins de 35 ans qui détiennent des cryptos, et ces cryptos représentent 11% de leur patrimoine. 11%, c'est beaucoup. Donc il faut leur en parler, même si pour dire qu'on n'y croit pas ou qu'il ne faut pas y aller, mais il faut leur en parler. Il faut avoir une conviction par rapport à ça, parce que si vous allez voir aujourd'hui des clients de 30-35 ans qui sont les futurs patrimoines dans 15-20 ans pour les conseillers en gestion de patrimoine, et que vous ne pouvez pas ou vous ne savez pas leur parler de crypto, vous aurez un problème de légitimité et de crédibilité. Après, vous pouvez très bien, parce que vous avez fait un travail pédagogique, on accompagne un certain nombre de CGP sur le sujet, d'autres structures le font au sein de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, ou des différentes chambres syndicales. Vous avez le droit ensuite d'expliquer à vos clients pourquoi il ne faut pas y aller. Mais vous ne pouvez pas dire non, c'est spéculatif, ça ne sert à rien, ça pollue la planète. Oui, il faut un discours un peu plus construit aujourd'hui, et il faut être capable d'en parler. Et aujourd'hui, c'est quand même... ça devient de plus en plus simple d'avoir accès à ces informations-là. Merci beaucoup Laurent Envion d'être venu sur le plateau plaisir. de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur innovation au sein du groupe DLPK. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, le sujet qui va nous animer aujourd'hui et les stratégies patrimoniales face au rendement boosté proposé par les banques. Les épargnants voient en effet, alors tout d'abord les livrets réglementaires comme le livret A proposer des taux donc améliorés avec un livret A qui est aujourd'hui à 3%, mais d'autres livrets voient également le jour, notamment les super livrets proposés par les banques qui affichent des taux attractifs sur des durées plus courtes, sur des durées très courtes, même de quelques mois. Il existe également des fonds en euros qui ont proposé des rendements boostés pour l'année 2023. Est-ce que cela remet en question une stratégie patrimoniale dans son ensemble? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à Cédric Marc. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Patrimonio Finance. Alors effectivement, face à l'inflation dans un premier temps, mais aussi à la remontée des taux d'intérêt des banques centrales, des taux directeurs des banques centrales et donc des taux d'intérêt également, on voit de plus en plus de rendements boostés proposés par les banques. Est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte quand on travaille la stratégie patrimoniale d'un épargnant? En fait, clairement, parce que ça nous permet dorénavant de tenter de combattre la hausse spectaculaire que l'on connaît depuis 12 mois sur l'inflation. D'accord. En fait, le discours, il a, depuis 12-14 mois, depuis cette éclosion de l'inflation, révélée, change les lignes et le combat sur l'inflation par rapport à un actif financier que l'on a à placer, il s'inscrit dorénavant dans une période longue. Moi, j'ai l'impression qu'on rentre dans un nouveau cycle avec un schéma d'inflation longue. Et on est au début d'un nouveau cycle. Moi, je ne crois pas du tout en fait que en 2024, l'inflation va revenir comme avant. Pas du tout. J'y crois pas. Donc, ce qui veut dire que par rapport à votre question, oui, le bloc fonds en euros, super livret, ça nous permet de créer une première base d'allocation pour son patrimoine. Et à l'image de ce que disait précédemment votre intervenant Laurent Envion, la partie crypto, elle est à l'opposé du spectre. Bien sûr. Et elle permet en fait dorénavant de construire bloc par bloc une allocation d'actifs qui doit être décorrélée l'une de l'autre. Donc dans une stratégie de diversification, vous faites référence à une interview qu'on a eue juste avant sur effectivement les crypto-monnaies. Donc globalement, parce que le livret A voit son taux révisé, effectivement ça c'est réglementaire. Quand des banques ou des assureurs proposent des rendements boostés sur des super livrets ou des fonds en euros, on imagine qu'il y a une stratégie commerciale derrière, mais qui finalement sert les intérêts aussi des conseillers en gestion de patrimoine et donc des épargnants in fine. En fait, vous avez tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, on a, compte tenu du remontée de ces livrets ultra liquides, remontée des taux, il y a une vraie compétition qui peut avoir lieu entre des fonds en euros dont les rémunérations dans le passé, y compris en 2021 et en 2022, étaient faibles, qui étaient dorénavant inférieur au nouveau taux du livret A. Bien Donc sûr. en fait, les assureurs proposent des taux majorés, je pense pour deux raisons. La première, effectivement, c'est pour capter de l'épargne. D'accord. C'est évident. Mais secondo aussi, c'est pour pouvoir acheter
du papier obligataire et servir ainsi la stratégie du fonds dans le futur, parce qu'il y a clairement des opportunités avec la remontée des taux, des opportunités d'achat sur des titres obligataires de durée courte ou plus longue, en fonction de la qualité, de ce que veut acheter le gérant du fonds en euros. Mais clairement, je pense que c'est un bon moyen pour le futur, pour espérer revoir des taux d'intérêt sur des fonds en euros qui vont être de nouveau beaucoup plus importants. Parce que les obligations émises aujourd'hui ont des taux plus intéressants que celles qui étaient émises il y a quelques années, quand on parle des obligations d'État, si on reste sur les fonds en euros, et donc il faut des liquidités pour acheter ces nouvelles obligations qui offriront de meilleurs rendements dans le futur, c'est ça? Exactement. Moi j'ai commencé il y a 25 ans, ça fait presque dinosaure, mais... mais vous avez l'historique, vous avez l'expérience. Où les rendements, l'inflation et les rendements obligataires étaient supérieurs à 10. Donc on a connu jusqu'à l'année dernière 25 ans de baisse des taux. D'accord. Et donc on a toujours bénéficié en fait des rendements des quelques années passées dans les fonds en euros pour avoir un semblant de taux qui était meilleur que le rendement obligataire à l'instant T. Parce que souvenez-vous, il y a 18 mois, les rendements obligataires sur une obligation 10 ans française ou sur une obligation 10 ans allemande était en rendement négatif. Bien sûr, oui. Et là, aujourd'hui, je vous ai sorti, ce matin, on a sur une obligation allemande 10 ans, on est à presque 2,40. Sur une OAT 10 ans française, on est à 2,86. Aux États-Unis, on est à 3,43. Donc, il y a de nouveau. Alors, c'est clairement en deçà du niveau d'inflation d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. On n'atteint pas l'inflation pour autant, mais c'est une opportunité pour pouvoir acheter du papier qui va permettre en fait d'incrémenter la performance future, je dirais, du fonds en euros. Donc, quand vous avez un fonds d'une compagnie d'assurance qui fait 100 milliards d'actifs sous gestion, la stratégie des assureurs, c'est probablement de pouvoir collecter beaucoup d'argent dès cette année, parce que peut-être que le milliard qu'ils vont collecter permettra petit à petit dans le futur, et le milliard d'après, voire les 2-3 milliards dans les années futures, permettront petit à petit, avec la fin des échéances des obligations passées, petit à petit de faire un roulement et d'augmenter la rentabilité. Et donc de redonner du rendement à ces fonds en euros, au-delà du boost qu'on a pu avoir cette année, mais de redonner un rendement un peu plus élevé que les dernières années. Exactement. Et puis alors, pourquoi est-ce qu'elles font aussi, comment est-ce qu'elles font ces taux super boostés? Vous le savez, les assureurs, le code des assurances offre deux opportunités. La première, c'est de pouvoir redistribuer des performances passées, la cagnotte, une cagnotte sur 10 ans, ça s'appelle la PPE, donc c'est une provision pour la participation aux excédents. Historiquement, on est à des niveaux qui sont très élevés, puisque l'intégralité des assureurs aujourd'hui a une PPE de 4,7%. D'accord. Et si on la compare à 2012, donc il y a 10 ans, on était à 1,4%. Donc ça veut dire que cette année, il va y avoir clairement une politique volontariste d'augmenter des taux en distribuant dès à présent une partie du trésor de guerre pour pouvoir, collecter, pouvoir acheter et puis pour faire du commerce. On voit Cédric Marx se développer également des fonds obligataires à échéance. C'est des stratégies qui reviennent, ou en tout cas qui reviennent sur le devant de la scène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment on les prend en compte dans une stratégie patrimoniale? Alors, pour tenter de répondre à votre interrogation, je reviens 20 secondes par rapport à comment est-ce qu'on construit une allocation grâce aux fonds en euros boostés. D'accord. Pour pouvoir accéder à ces fonds en euros boostés, l'assureur va vous demander d'intégrer 40, 50, 60% d'unités de compte pour pouvoir bénéficier de ce taux majoré. D'accord. Je trouve ce qui est intéressant dorénavant, c'est que grâce à ces contrats avec ces taux boostés, on va pouvoir créer la brique défensive du portefeuille, et à ce titre, y insérer dans la partie unité de compte que l'on se doit de créer pour bénéficier du taux majoré, une allocation en fonds obligataires. Alors, depuis l'été dernier, moi je trouve que des fonds obligataires, c'est très intéressant d'acheter des fonds obligataires. Pourquoi? Parce que vous avez une valorisation du prix de l'obligation qui a, compte tenu de la remontée des taux très importante qu'on a connue, historique, bien sûr, en 2022, vous avez eu alors c'est asymétrique, une
une dévalorisation du prix de l'obligataire. Bien sûr. En clair, vous achetiez une obligation au 1er janvier 2022 qui donnait un rendement de 1%, par exemple, au 1er janvier 2022. Au 30 décembre 2022, cette même obligation, échéance 5 ans, vous donnait probablement 3,5%. Donc, en fonction de la maturité, donc de l'espérance, enfin de la durée de vie de cette obligation, c'est très probable que ce qui valait 100 au 1er janvier 2022 valait entre 85 et 93 en fin d'année. Parce qu'elle vous rapporte moins, le rendement est moindre que les nouvelles obligations émises. Exactement. Donc moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une vraie conviction, que acheter du papier à échéance courte, du 2 ans ou de 5 ans, on va en reparler si vous le souhaitez, ça nous permet, avec des cours décotés, est un bon moyen pour faire du portage obligataire. Alors quand on dit portage obligataire ou quand on parle de fonds à échéance, ça veut dire qu'on achète des obligations avec l'objectif de les garder et de toucher le coupon effectivement tous les ans, mais pas de les revendre et donc de pas du tout jouer sur la valorisation de l'obligation, mais simplement sur le coupon. C'est bien ça ? C'est presque ça. C'est presque ça, d'accord. La première partie de la réponse, c'est de se dire, lorsque l'on fait du portage obligataire, lorsqu'on va acheter un fonds à échéance, on achète le fonds et on se laisse porter probablement presque jusqu'au terme. Pourquoi ? D'accord. Dans cette première partie, on va faire comme faisaient nos aïeux. Eh bien, ils achetaient un coupon, ils achetaient une obligataire et puis tous les trimestres, ils allaient à leur établissement détacher le coupon pour pouvoir percevoir cette somme. Souvent, on a connu ça en 2013, on a connu ça aussi en 2016. Il y a des anomalies de marché. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la remontée très importante des taux, il y a des anomalies entre le rendement demandé et la valorisation du titre. Donc, le fait d'acheter des fonds obligataires va peut-être permettre en 18, 24 ou 36 mois, sur du papier qui a une durée de 5 ans, de pouvoir capter peut-être en 2 ans et demi ou 3 ans le rendement, la quasi-totalité du rendement espéré en 5 ans. Donc, ce n'est pas forcément évident de le porter jusqu'au terme, mais par contre, je pense qu'il y a clairement une opportunité intéressante. Opportunité intéressante, pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, lorsque vous achetez, moi, au sein du cabinet, on achète du high yield 2 ans, donc c'est-à-dire high yield, c'est des obligations à haut rendement. Bien sûr, mais donc plus risqué. Ou des obligations investment grade, c'est-à-dire moins risquées, 5 ans. On a, on va dire, schématiquement, presque le même rendement. D'accord. Presque le même rendement, en fonction, bien évidemment, je dirais, de la signature. Moi, je pense que c'est intéressant d'acheter plutôt du haut rendement 2 ans en ce moment, parce qu'on va avoir des rendements qui vont être supérieurs à 5 ou 6%. Donc là, on arrive sur des niveaux d'inflation, pour le coup. Exactement. On prend un peu plus de risques. Exactement. Et dans l'espoir, c'est qu'en 2024, lorsque les taux auront arrêté de monter, peut-être qu'ils auront initié une descente, je dirais, dans les taux. Si vous achetez du papier à 5% et qu'on a une inflation qui est à 3,80 ou 4 ou 4,20, on est repassé en positif. D'accord. Donc plutôt effectivement du high yield. Alors très rapidement, on est d'accord que c'est donc la partie la plus risquée de l'investissement obligataire. C'est géré par des fonds. Est-ce que ça permet de cantonner le risque, ou il faut avoir en tête qu'il n'y a pas de garantie en capital quand on investit sur des fonds obligataires high yield ? Alors en fait, moi ce que j'utilise, c'est soit vous achetez des fonds obligataires qui vont être triple B, donc qui font partie de la première catégorie. Bien sûr. Soit vous achetez des fonds obligataires qui sont tout en haut de la deuxième catégorie du haut rendement, vous avez double B. Et là, vous avez réellement entre ces deux catégories-là, bien que ce soit uniquement un cran d'écart qui les sépare, vous avez parfois un potentiel de rendement qui est beaucoup plus important, peut-être 1 ou 2%. Donc oui, bien évidemment, et c'est pour ça qu'il y a une notation, elle est du haut rendement, c'est plus risqué, mais tout dépend de ce que vous allez acheter. On essaye d'acheter, je dirais, le moins risqué de la seconde partie. Merci beaucoup Cédric Marc d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Patrimonio Finance. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.